La méditation est la science qui compense, équilibrant l'extérieur et l'intérieur, l'humain et le divin, le fini et l'infini. La méditation nous permet de découvrir la raison d'être de la vie, la source de l'amour et la source de la paix intérieure. Nous vous invitons à étudier la gnosis, matrice des connaissances qui illumine consciemment le chemin de la vie. Bien, bonjour à vous tous, à vous toutes qui donc vous êtes connectés à ce programme. Voilà la première leçon donc d'un atelier de méditation. Hein, donc la première leçon de 4 leçons. Voilà. Donc pour commencer, nous dirons que la méditation d'abord, c'est pratiquement rentré dans beaucoup d'endroits. Hein, et c'est rentré dans les entreprises, c'est rentré même dans les foyers. Et donc, dans beaucoup de domaines, actuellement, nous sommes en train de méditer. C'est pourquoi ce soir, nous avons voulu faire un programme sur ce soir et les 3 soirs qui vont suivre, nous avons voulu faire un programme sur la méditation. Voilà. On reconnaît à la méditation de plus en plus de vertus. Hein. La méditation, pour ceux qui ont pu avoir cette expérience, a le pouvoir de nous faire récupérer d'une période de fatigue. Hein. Elle a aussi la capacité de nous calmer si on était un peu dans un état de nervosité. Et puis aussi, la méditation, c'est un élément maintenant qu'on utilise au travail pour que les personnes puissent avoir un meilleur rendement au travail. On a même reconnu, donc, et on reconnaît à la méditation un certain nombre de valeurs thérapeutiques. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Et donc, on va montrer une première photo, voilà, qui dit, bon, méditer. Alors, qu'est-ce que c'est méditer? On ferme les yeux et on reste en silence. Bon. Ça, c'est l'idée que nous nous faisons de la méditation. Et vraiment, ça n'est pas faux. Parce que, franchement, toute méditation commence par fermer les yeux et rester en silence. Évidemment, rester immobile. Le corps, on s'assied sur une chaise, on s'assied quelque part, on reste tranquille. Bon. Et évidemment, il est arrivé à chacun d'entre nous, à la fin d'une dure journée de travail, de vouloir trouver un endroit tranquille, loin de toute l'agitation, loin des téléphones portables aussi, loin de l'ordinateur, pour pouvoir nous reposer, faire le point de la journée, et des fois même pas faire le point de la journée, nous reposer, être en silence. Voilà. Ça, c'est un besoin naturel. Et on commence à voir que la méditation appartient à la nature, aux choses naturelles. Donc, même s'il peut y avoir du bruit autour de nous, et ça peut arriver, on peut vivre dans une rue qui est un peu bruyante, on peut vivre dans un endroit où les voisins sont un peu bruyants, etc. Eh bien, nous pouvons, malgré tout cela, retrouver le silence. Mais évidemment, là, nous devons faire une différenciation entre 2 choses. Nous passons une photo suivante, une diapositive suivante, et donc là, on parle du silence extérieur. Et ça, le silence extérieur, on ne le contrôle pas. Il est conditionné par l'environnement, voilà, comme l'indique la photo. C'est complètement conditionné. Et donc, s'il y a à un moment donné le silence extérieur, qui est plutôt du bruit extérieur, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire, on ne pourra pas changer ça. Simplement, il faudra peut-être attendre un moment où c'est plus silencieux, si vraiment nous sommes gênés. Par contre, le silence intérieur, il est totalement conditionné par la personne. Et le silence intérieur, ne correspond pas du tout forcément au silence extérieur. Au silence extérieur, parce que
une personne qui n'est pas gênée par le bruit extérieur peut trouver le silence à l'intérieur de lui-même à n'importe quel moment, dans le brouhaha de la ville, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a présenté cette petite photo. Et donc, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons dans la méditation? Bon, en général, nous pouvons dire que nous cherchons la paix, nous cherchons l'harmonie, la tranquillité. Et peut-être nous nous recherchons nous-mêmes. Ou alors, nous recherchons un peu de réconfort, un peu d'encouragement. Et ça, c'est très étrange qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous ayons l'idée d'aller rechercher quelque chose qui va nous encourager, quelque chose qui va nous réconforter aussi, si nous sommes en train de passer une situation, par exemple, émotionnelle, sentimentale, de famille, etc., un peu compliquée et qui nous fait un peu souffrir. Voilà. Donc, méditer, et là, on le montre sur cette image que vous avez encore sous les yeux, méditer a souvent été confondu avec penser. Quelque chose qui va nous indiquer sur cette image que méditer, ça n'est pas penser. Voilà. Pourquoi méditer a-t-il confondu tellement avec penser? Dans la pensée, bon, quand on pense, on manie des idées, on manie des concepts, on prévoit, on fait des projets, on élabore des plans de travail, des plans d'attaque, si on peut parler de cette manière, on analyse les situations, etc. Ça, c'est la partie pensée. Et donc, on pourrait dire pratiquement que là où s'arrête la pensée, ou le penser, parce qu'on pourrait parler de le fait de penser, c'est le penser, là où le penser s'arrête, commence la méditation. Autrement dit, nous sommes en train de dire que au-delà du fait de penser, on trouve la méditation. Donc, il y a une certaine confusion à ce sujet, hein, puisque même le dictionnaire nous dit que méditer, c'est réfléchir profondément, penser profondément à une question, à un problème, ce qui n'est pas entièrement faux, mais on va voir que c'est un peu limité. Hein. Donc, voilà, nous commençons à voir ou à sentir ou à entrevoir qu'il y a une certaine confusion dans les deux termes, méditer et penser. D'autant plus qu'il y a des expressions populaires qui font bien penser que méditer, c'est penser. Par exemple, quand on médite un plan, hein, ou quand méditer un plan, c'est mûrir un plan, préparer un plan. Bon. Et ça a donné aussi le mot préméditer. Hein. Donc, avant de rentrer un peu plus en avant dans le thème de la méditation, nous voudrions pouvoir un peu fixer un contour à ce qu'est le fait de méditer, c'est-à-dire la méditation. Donc, ce n'est pas facile de donner un contour précis à quelque chose qui est très fluctuant, hein, qui n'a pas une forme, parce que la méditation n'a pas de forme. C'est quelque chose que nous pouvons faire, mais ça n'a pas de forme. Donc, évidemment, dans la culture gnostique, puisque nous représentons la culture gnostique, dans la culture gnostique, eh bien, la méditation on pratique la méditation dans un certain but. Et donc, évidemment, ça lui donne son contour. Hein. Et c'est ce que nous allons maintenant analyser, voir tous ensemble au sujet de ce qu'est la culture gnostique et la méditation au sein de la culture gnostique. Donc, on va regarder cette image suivante. Voilà. Donc, on lit nous tous, hein, gnosis égale connaissance de soi. Bon, le mot gnosis, on aura l'occasion d'en reparler puisque le thème ou la leçon numéro 4 de cet atelier, c'est-à-dire que ça passera jeudi prochain, va traiter de manière plus approfondie de cette question de la culture gnostique et de ce que c'est le gnosticisme, ce que c'est la gnosis. Mais bon, déjà, de manière très synthétique, nous disons là que la gnosis, c'est la connaissance de soi. Bon. La connaissance de soi, évidemment, on ne va pas la chercher dans les livres. La connaissance de soi, c'est forcément quelqu'un qui s'intéresse, c'est-à-dire nous tous, on peut s'intéresser à savoir qui nous sommes. Voilà. Donc,
pour nous connaître, puisqu'on parle de la connaissance de soi, pour nous connaître, il faut apprendre à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, de cette manière-là, nous pourrons savoir qui nous sommes. Et donc, il faut bien penser que bon, nous avons tous une carte d'identité avec notre nom, notre prénom, notre date de naissance, hein, date de validité de la carte d'identité, etc. Bon, ça, c'est OK. Mais si on regarde un peu plus à fond, on pourrait pratiquement dire qu'il existe une autre identité qui est l'identité de ce que nous sommes intérieurement, réellement. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est que qui sommes-nous intérieurement et réellement? C'est pourquoi nous posons cette question et que vous tous, vous pouvez lire, qui sommes-nous? Et d'où venons-nous? Où allons-nous? Voilà. Donc ça, ce sont des questions qui ne sont pas forcément, comment dire, qui n'appartiennent pas forcément à notre préoccupation quotidienne. En tout cas, pourquoi nous parlons de l'identité réelle, ce que nous sommes réellement, c'est que oui, nous tous, nous pouvons cacher un certain nombre de choses à l'intérieur. On pourrait dire, il y a certaines choses que nous pouvons cacher de façon consciente. Et donc, ce sont peut-être des choses un peu inavouables, qu'on ne veut pas dire, bon, etc. Nous les cachons. Ça fait partie d'une expression de notre véritable réalité intérieure, de notre véritable identité. Et puis, il y a un certain nombre de choses que nous cachons parce que nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas d'où ça vient. Nous ne savons même pas que nous les avons. Hein? Et donc, c'est intéressant cette remarque que nous sommes en train de faire. Et donc, avant de commencer avec notre quatrième image, nous allons passer, si c'est possible, je ne sais pas, mais nous allons passer une petite, petite promotion. Ah, on me fait signe que non, qu'il faut qu'on va continuer. Très bien, merci. Donc, nous allons passer la quatrième image, qui est une image dans laquelle on voit différentes choses. Bon, on voit un homme qui semble accroché comme ça ou suspendu dans l'espace. Bon, c'est une manière un peu, voilà, bon, un peu pratique de représenter nous tous. Chacun, ça c'est n'importe qui d'entre nous. C'est nous, voilà. Hein, c'est chacun d'entre nous. Bon, on est suspendu dans l'espace, oui, bon, parce que nous sommes sur une planète. Et puis cette planète, elle est vraiment suspendue dans l'espace. Hein. Si on avait une vision de l'espace, nous verrions que notre planète, c'est un petit grain de sable. Hein. Bon. Et alors, nous avons voulu représenter, on va dire, tout ce qui peut représenter, tout ce qui influence un peu notre vie intérieure. Hein, puisque la méditation va nous amener à nous intéresser à ce que nous sommes réellement. C'est, on peut dire, la recherche gnostique profonde. Hein. Et donc, voilà, nous avons sorti ce petit point excusez-moi, petit point jaune qu'on trouve sur la poitrine de cet homme. Hein. Voilà, c'est une représentation, on l'a représenté près du cœur. Bon, c'est une manière de représenter quelque chose qu'on appelle la vie intérieure. Donc, on l'a sorti et puis on l'a représenté un peu plus en gros. Hein, c'est comme si on avait fait un zoom, voilà, pour représenter la vie intérieure de cet homme qui est n'importe qui d'entre nous. Parce que nous sommes tous fabriqués sur le même schéma. Voilà. Donc, dans ce cercle qui a été sorti, donc là qu'on voit avec une petite étoile au centre, dans ce cercle, on a représenté, voilà, il y a une trame qui indique que cette vie intérieure, puisque ce cercle représente notre vie intérieure, notre vie intérieure est extrêmement peuplée. Hein, et au centre de cette vie intérieure se trouve un élément qu'on appelle la conscience. Et donc,
dans cette vie intérieure est influencée par énormément d'événements, hein, les événements de la vie quotidienne. Hein. On a indiqué là le monde extérieur. Donc, il y a le monde extérieur, c'est ce qui nous entoure tous les jours, et il y a notre vie intérieure, notre monde intérieur, et qui est influencé par tous les événements qui sont des expressions du monde extérieur. Voilà. Donc, les événements, il y a beaucoup d'événements qui se passent à l'intérieur de notre vie intérieure. Et bien souvent, ces événements, ils passent vraiment totalement inaperçus à notre conscience. Donc, ces événements intérieurs, ça c'est une question très intéressante. Ces événements intérieurs génèrent, c'est une manière de parler, mais c'est pour essayer de comprendre, génèrent une espèce de champ de force. Bon, on a tous entendu parler du champ magnétique, du champ électrique, bon, dans lesquels sont en activité un certain nombre de forces. Hein. Eh bien, tout événement intérieur, là on parle d'événement intérieur, c'est-à-dire un mouvement intérieur, que des fois, on ne se rend même pas compte de ces mouvements. Ces mouvements intérieurs génèrent donc un champ de force qui attire un certain nombre d'événements extérieurs. C'est pourquoi, bien souvent, nous pouvons être surpris par les choses qui nous arrivent et on ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Et bon, si, évidemment, c'est un peu, peut-être ce soir, le dire de cette manière, c'est un peu cru, mais bon, c'est une proposition que ces événements qui peuvent bouleverser un peu notre existence, mais bon, qui ne sont pas forcément très agréables, sont des événements qui ont, d'une certaine manière, été attirés par quelque chose qui se déroule dans notre vie intérieure, qui est extrêmement peuplée. Donc, le domaine d'investigation qui est le nôtre et qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous est immense. Il est infini. Et quand on dit infini, il est infini autant que l'espace infini qui entoure cet homme, dans lequel se trouve cet homme, dans lequel nous nous trouvons nous tous. Nous tous, nous sommes dans cet espace infini que nous pouvons voir la nuit. Donc, si nous voyons cet espace infini, il est énorme. Et maintenant, imaginez que nous avons un espace infini à l'intérieur de nous, ça nous semble un peu cru et curieux. Pourtant, c'est une recherche, et c'est une des recherches que mène la méditation, que nous pouvons nous tous mener grâce à la méditation. Donc, l'auscultation de l'espace infini, c'est une science. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour connaître l'espace infini. C'est une science. Et l'auscultation de cet espace infini qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est aussi une science magnifique qui demande de l'exercice, en tout cas. Donc, cette science a différentes branches. Et une de ces branches, c'est la science de la méditation. Alors, là, il existe la science, bon, comment dire, quand on dit c'est un des outils, on pourrait penser qu'avec la science de la méditation, on pourra faire tout ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est-à-dire connaître entièrement ce monde intérieur qui est aussi grand que l'espace qui nous entoure. Il faut bien comprendre que la science de la méditation, c'est un des outils. Mais s'il n'est pas accompagné d'autres outils, ça sera très compliqué d'arriver donc à découvrir ce monde intérieur, cet espace intérieur dans lequel nous vivons tous les jours. Alors, quand on parle de méditation ou de la science de la méditation, il est souvent question d'un mot, le mental.
Alors, ce mot, dans la langue française, il a été traduit par le mot « esprit ». Bon, et là, il y a un petit… Bon, c'est-à-dire qu'il y a un risque de confusion. Et en plus, le langage que nous utilisons tous les jours, et nous ne parlons pas autrement non plus, ce langage que nous utilisons tous les jours nous rappelle quelque chose. Parce qu'on nous dit, on peut dire, par exemple, l'idée qui m'est passée par l'esprit, ou bien l'esprit d'équipe, ou l'esprit critique, ou bien dans cet esprit, nous avons fait telle et telle chose. L'esprit d'entreprise, avoir une forme d'esprit, etc., etc. En fait, la forme d'esprit, quand on dit cette personne a une telle forme d'esprit, ça veut dire qu'il a une certaine manière de penser. Donc, évidemment, nous n'allons pas modifier la langue française parce que nous allons continuer à parler comme nous avons l'habitude de parler. Seulement, nous disons simplement ce soir que l'esprit se trouve placé au-delà de toute forme de pensée, au-delà de toute émotion, au-delà de tout sentiment. Alors, ce que communément nous appelons esprit, dans le fond, nous devrions le traduire par mental. Voilà. Donc, quand on étudie, on va dire la gnosis, on va dire la science, cette science de la connaissance de soi, eh bien, on utilise le terme mental. Voilà. Le mental, c'est un champ, un domaine énorme dans lequel se meuvent les pensées. Alors, on va regarder une autre image. Voilà. Oui, attendez. Il y a eu… Voilà. C'est parti un peu trop vite. Voilà, on a mis au centre… Ah donc, on fait que maintenant il va y avoir un petit moment de publicité. L'expression « se connaître soi-même » révèle la solvabilité morale de la personne qui connaît, comprend et désintègre ses propres défauts psychologiques afin de ne plus jamais commettre d'erreurs au niveau mental, émotionnel et instinctif. Nous vous invitons à étudier la gnosis, matrice des connaissances qui illumine consciemment le chemin de la vie. Voilà, donc nous revoici tous ensemble. Et donc, on va parler de cette image qui se trouve devant nos yeux actuellement. Et donc, au centre de cette image, nous avons mis le mental. Bon. En fait, nous avons mis le mental parce que c'est une partie, c'est un aspect de chacun d'entre nous, de nous tous, les êtres humains, qui est, on va dire, qui est source de beaucoup d'amertume, si on peut parler de cette manière. En tout cas, nous avions commencé à dire que le mental, c'est là où se meuvent les pensées. Et bon, toutes ces pensées, c'est un énorme champ de bataille. Il y a ça se combat, il y a des différences énormes, on n'est pas d'accord, c'est-à-dire on n'est pas d'accord à l'intérieur de nous-mêmes. Face à telle ou telle situation, nous ne savons pas si nous allons faire ou ça, ou ça. Et ça nous amène un certain nombre d'amertumes. La préoccupation, par exemple, qui est quelque chose de tellement courant dans notre vie quotidienne, la préoccupation, c'est une expression du mental. Hein. Donc, le mental, c'est aussi l'expression, c'est l'expression
des émanations qui sortent du subconscient. Donc, si on parle du subconscient, c'est parce que le subconscient, nous n'en avons pas conscience. Hein. Donc, pour avoir conscience du subconscient, il faudrait faire quelque chose de spécial pour que la conscience puisse devenir, se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur du subconscient. Mais il se trouve que notre conscience, voilà, on l'a représentée par un petit rond qui est au milieu du mental. Et en fait, on aurait dû c'est un peu compliqué cette histoire, mais on aurait pu aussi la représenter avec un petit rond au milieu de notre subconscient. Hein. En fait, bon, elle est par là, mais elle sait pas qu'elle est là. Elle connaît très peu d'elle-même. Voilà. Et donc, nous voyons qu'il y a le monde de l'esprit. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure, l'esprit est au-delà de toute forme de pensée. Alors ça, c'est un peu étrange parce que nous avons dans notre culture, dans notre manière de voir, dans notre idiosyncrasie, nous considérons qu'au-delà de notre manière de penser et des pensées, il n'y a rien. C'est ce qu'il y a de plus élevé. Et voilà que dans la science de la gnosis ou la science de la connaissance de soi et aussi la science de la méditation, on considère qu'au-delà des pensées, il y a un monde, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous avons l'habitude de vivre. Donc, voilà, bon, on indique que dans le mental se forment les pensées, les idées, les projets, les opinions, et tout ça, ce sont des formes d'émanation du subconscient. Et alors, le monde de l'esprit, il envoie ces émanations aussi, mais il n'est pas très écouté. Il n'est pas très entendu, il est inconnu. La seule partie qui pourrait se rendre compte des émanations du monde de l'esprit, c'est la conscience. Mais comme la conscience, elle n'est même pas consciente d'elle-même, c'est un peu compliqué. Au mental arrivent aussi toutes les perceptions que nous recevons du monde extérieur. Ces perceptions, ce sont nos 5 sens. Et donc, dans ce mental qui est un véritable champ de bataille, où se rencontrent énormément de choses, sortent les pensées qui vont au cerveau et qui vont au cerveau de la personne. Et en fonction de ces pensées, la personne va prendre des décisions, va dire, bon, je dois faire ça, je vais commencer à faire ça, je ne vais pas faire ça, j'aime bien ça, je n'aime pas ça, etc., etc. Alors, on va regarder cette diapositive qui est d'une simplicité extrême, mais bon, vous savez, nous considérons que la méditation, c'est quelque chose d'extrêmement simple, donc nous en revenons à quelque chose de simple. Parce que la méditation, c'est naturel. Pratiquement, nous pourrions dire que ça fait partie de notre vie. Même une personne qui pourrait dire « de ma vie, je n'ai jamais médité », c'est sûr qu'à un moment de son existence, elle s'est assise quelque part pour pouvoir être tranquille et en silence. Ça, c'est une forme de méditation. Alors, bien sûr, la méditation a plusieurs niveaux. Donc, dans la méditation, on peut rechercher simplement à avoir une tranquillité au niveau du corps, c'est-à-dire pouvoir détendre le corps. Il y a beaucoup de maladies du dos en particulier qui sont que la personne, que nous tous, nous ne savons pas nous détendre. Et donc, des maladies sortent. Et donc, c'est la lombalgie, c'est ces problèmes de dos hein, qui sont tellement courants et qui peuvent bloquer une personne pendant plusieurs mois. Hein. Donc, apprendre à détendre le corps, c'est un des premiers pas de la méditation. Ensuite, apprendre le deuxième niveau, apprendre à relâcher les émotions. C'est-à-dire laisser tout ça, tout ce qui est émotionnel. Bon, dans les émotions, on trouve la peur, on trouve la tristesse, on trouve des fois
un enthousiasme exubérant, on trouve tout ça dans l'émotion. Hein? Donc, apprendre à relâcher aussi cette partie-là de nous-mêmes. On apprend à le faire, et c'est possible, et tout le monde peut le faire, grâce à des respirations profondes et rythmées. En 3 temps, on inspire profondément par le nez, on retient pendant quelques secondes, et on exhale par la bouche. Et on le fait une dizaine de fois. Le jour où une personne, quelqu'un d'entre nous se sent émotionnellement un peu, hein, il y a des moments où on se sent un petit peu mal émotionnellement, eh bien, pratiquons cet exercice, qui est un exercice vraiment à la portée de tous. Respiration en 3 temps. On se met dans un petit coin, tranquille, et on essaye de tout oublier, et on se concentre sur la respiration. Il y a un 3e niveau, qui est apprendre à relâcher le mental. Une fois qu'on a appris à relâcher le corps, à relâcher les émotions, il va falloir apprendre à relâcher le mental. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à laisser tomber toutes ces pensées qui passent. Et là, c'est là que nous allons nous rendre compte que notre mental, c'est un véritable et énorme désordre. Bon, chacun pourra dire ce soir, ben, on est en train de nous faire une description un peu redoutable de ce que nous portons à l'intérieur. Non, parce que nous avons, nous tous, la possibilité de pouvoir organiser tout ça, réorganiser tout cela. Hein? Et donc, l'image, toujours, nous présente la possibilité de passer au-delà des pensées. Ça, c'est le nec plus ultra. Le nec plus ultra. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter il faut que le processus de la pensée soit arrêté, disparaisse de notre ambiance. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des efforts pour l'arrêter. Non, ça doit s'arrêter naturellement. C'est ça la science de la méditation, parce que la science de la méditation, elle est naturelle. Et la conclusion de ce processus dans lequel que nous pouvons vivre dans la méditation, la conclusion, c'est d'arriver à voir, parce que du monde de la non-pensée, c'est un monde extrêmement objectif dans lequel nous allons pouvoir nous rendre compte réellement de ce que nous sommes internement. Et c'est là aussi que nous allons pouvoir nous rendre compte qu'il y a un certain nombre de valeurs que nous portons à l'intérieur qui devraient être éliminées. Mais ça appartient à ce monde du non-pensé. Donc, avant d'arriver au monde du non-pensé, bien sûr, il nous faut faire, comment dire, ce travail d'approche. Et ce travail d'approche, ça va se faire jour après jour. Hein? Voilà. Donc, après toutes ces explications, nous pouvons comprendre un peu mieux pourquoi nous parlons de la science de la méditation. La science, une science, n'importe laquelle, elle s'apprend. Il y a des bases, il faut les apprendre. Il faut s'y habituer, il faut s'habituer à travailler avec ces bases. Toute science s'organise. Il y a une organisation. Et l'organisation va se passer aussi au niveau de notre existence, parce que bon, la personne qui aspire à connaître et à rentrer dans la science de la méditation, c'est une personne qui va petit à petit se rendre compte qu'elle a besoin d'organiser sa vie, d'organiser son agenda journalier et dédier chaque jour un moment, et pratiquement nous pourrons dire le même moment, à la méditation, que ce soit 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peu importe le temps, parce que la méditation, ça n'est pas important, la question du temps. Mais si pouvoir se donner cette discipline, non? La science de la méditation aussi a une orientation précise. Et bon, c'est l'orientation que nous sommes en train dont nous sommes en train de parler. Et bien sûr, dans la science de la méditation, on expérimente.
on fait des expériences. Parce que la science de la méditation n'est pas écrite. C'est la personne qui va commencer avec une certaine orientation, qui va commencer à faire son expérience de la méditation et commencer à connaître le mystère de la méditation. La méditation, la science, toute science donne des résultats, parce que toute science expérimente et l'expérience donne des résultats. Et donc, quand nous pratiquons la science de la méditation, nous allons obtenir, par l'expérience que nous en avons, nous allons obtenir des résultats. Donc, nous voyons là que toute science implique une discipline, nous l'avons dit. Et toute science implique quelque chose qui est très intéressant, extrêmement intéressant, qu'on appelle l'observation objective. Objective. Bon. Souvent, nous disons que dans ce monde, l'objectivité n'existe pas ou n'existe plus. Bon, ça c'est la responsabilité de ceux qui le disent, mais nous pensons que l'objectivité objective, c'est une réalité, mais qui appartient à un monde qui est justement le monde de la non-pensée. Mais est-ce que parce que ça appartient au monde de la non-pensée, nous ne pouvons pas, nous, commencer à apprendre ce qu'est l'objectivité? C'est-à-dire, l'objectivité, c'est observer avec objectivité, c'est observer sans mettre de la pensée, sans mettre des discours, sans mettre des impressions, des opinions, des idées. Non, on observe et c'est tout. On observe et c'est tout. C'est un peu étrange ce que nous disons, mais c'est une possibilité que nous avons et une possibilité qui nous ouvre à vraiment rentrer dans les mystères de la connaissance de soi. Donc, dans toute science, il y a un début. Voilà. Et donc, pour parler de cela, on a cette petite image qui nous représente, bon, là, au centre, méditation, dans un triangle. Pourquoi on a mis un triangle? Parce que bon, le triangle équilatéral, c'est une expression de la perfection. Voilà. Donc, la méditation, c'est quelque chose de parfait. C'est très naturel, ça appartient à la nature même de la nature. Et comme nous appartenons à la nature, bon, voilà. Donc, la méditation, cette méditation naturelle, sincère, profonde, voilà, on la représente de cette manière-là, parce que, bon, voilà, le triangle équilatéral, c'est magnifique. Sur quoi reposent, c'est-à-dire les fondements de la méditation? Le premier fondement, c'est le corps. Le corps, l'organisme physique. Souvent, on a envie de dire le corps physique, parce que bon. Mais bon. Donc, c'est le premier fondement. Alors, on va dire prendre soin du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a l'alimentation, bien entendu que l'alimentation, on ne parle pas du type d'alimentation. Nous parlons simplement de à quel moment nous allons nous alimenter. Bon, nous savons que si nous souhaitons méditer, ce n'est pas juste avant la méditation, le moment de méditation que nous avons choisi, que nous allons manger. Hein. Donc, savoir s'alimenter et s'alimenter de façon suffisante aussi, parce que ce n'est pas parce que nous avons, on va dire, l'intérêt pour la méditation et d'organiser notre vie, avoir une discipline dans ce sens-là, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut manquer d'alimentation. Nous avons besoin de nous reposer correctement la nuit. Ça, c'est une question un peu délicate parce que, surtout dans les villes, nous avons pris l'habitude d'avoir un sommeil ou très réduit parce que, bon, les temps de transport, bon, et puis tellement de distractions aussi qui font qu'on rentre tard à la maison, etc. etc. Bon. Enfin, nous disons en termes simples et synthétiques, le repos de la nuit. C'est 6, 7 heures. 7 heures, c'est une bonne mesure. Bon, il y en a qui aiment bien 10 heures, mais bon, peut-être que 10 heures, c'est trop, non? Il faut voir. Bonne respiration. De la bonne respiration. Ça va donner une énergie au corps, à notre organisme.
On a indiqué un exercice respiratoire tout à l'heure. Cet exercice respiratoire, il est magnifique. Et nous verrons dans la leçon, dans le quatrième volet de cet atelier, c'est-à-dire jeudi prochain, ou même mercredi, nous verrons, la question de la respiration. Il y a quelque chose de très intéressant au sujet de la respiration. Mais bon, on ne va pas en parler ce soir parce que sinon on va s'étendre. Il nous faut avoir un corps en bonne santé. Bon, si on est en mauvaise santé, on ne va pas dire que c'est anormal, non, mais il nous faut essayer de voir pourquoi nous n'avons pas un corps en bonne santé. Essayer de réparer tout cela. Et nous venons d'en parler, donc revitaliser le corps. On revitalise le corps avec les promenades dans la nature, on revitalise le corps avec les bonnes respirations, on revitalise le corps aussi dans de bonnes réunions avec des amis, etc. On revitalise de cette manière-là l'organisme physique. Et bon, nous allons pratiquer la méditation dans un endroit propre, bien aéré. C'est pas très agréable d'avoir des odeurs de nourriture, par exemple dans l'endroit où on va pratiquer la méditation, ou avoir des odeurs d'une boutique à côté de chez nous qui émane des odeurs un peu désagréables, ça peut arriver. C'est pas très agréable. Donc, le mieux de toute façon, des fois, on ne pourra pas faire autrement, mais le mieux, c'est d'être dans un endroit bien aéré. Le deuxième fondement, extrêmement important, c'est le respect de l'énergie que nous avons. Pour pouvoir penser, pour pouvoir faire tellement de choses que nous faisons tous les jours, nous avons besoin d'un certain nombre de types d'énergie qui fluent au travers de l'organisme physique. Et nous avons, c'est comme ça, ce sont des choses qui sont enseignées au sein des écoles gnostiques. Et que, n'importe qui peut rentrer dans une école gnostique pour apprendre ces choses-là, mais on n'a pas le temps de les enseigner au travers d'un cours comme celui-là. Mais c'est que nous avons développé une psychologie qui adore perdre l'énergie. Ce que je vous dis ce soir, ça vous paraît peut-être un peu étrange, mais nous pouvons, par exemple, prendre une situation qui est, quand ça nous arrive de piquer une crise de colère, et nous pourrions faire autrement, mais nous avons envie de le faire. Ouais, parce que la personne qui nous embête, là, qui nous enquiquine, eh bien, cette personne-là, ça ne va pas. Il faut lui dire ces 4 vérités, et donc, pour ça, je vais piquer une bonne crise de colère. Et on est content de le faire. C'est-à-dire nous prenons conscience que l'énergie, c'est un ingrédient, c'est un matériau dont nous avons besoin pour réaliser une œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le troisième fondement pour la méditation, c'est le comportement que nous allons avoir dans la vie quotidienne. Celui qui aime voler, par exemple, c'est un peu bizarre ce qu'on dit là, mais bon, mais si quelqu'un aime voler, il est voleur, ça arrive. Eh bien, ça va être très compliqué pour lui de pratiquer la méditation. Les brigands de grand chemin. On raconte qu'un grand mystique tibétain, Milarepa, alors que ce grand mystique, avant d'être un grand mystique, c'était un bandit de grand chemin. Il détroussait les braves gens. Donc, voilà. En tout cas, tant qu'on est... voilà, le comportement de la vie quotidienne a une importance extrême dans les progrès que nous aurons dans la méditation. Et pour nous, si nous ne sommes pas voleurs, si nous n'avons pas de défauts particuliers comme ça, en fait, pratiquer ce qu'on appelle l'humanisme. Et l'humanisme, c'est une manière d'être avec les autres. Être humain, voilà, comme on dit, être humain. Ouais,
on ne va pas développer ça parce que je pense que nous tous, nous comprenons ce que ça veut dire. Être philosophe, c'est-à-dire être avec les gens et accepter les gens tels qu'ils sont. Le quatrième fondement, c'est l'équilibre mental. Équilibre mental, bon, nous parlions tout à l'heure d'apprendre à observer avec objectivité. Nous allons nous apercevoir que dans la vie quotidienne, bien souvent, nous n'avons pas cet équilibre mental. C'est parce que nous voyons quelque chose et tout de suite, nous commençons à donner une opinion, à opiner, à dire, etc., etc. Et donc, ça, c'est une forme de déséquilibre mental. Donc, l'équilibre mental, c'est ça, c'est tout simple. Voilà. On apprend à vivre simplement. C'est un peu bizarre ce que nous disons, mais apprendre à vivre sans opinion. Non, ce n'est pas exactement comme ça. On aura l'occasion de développer ça. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire hein, dans ce que nous sommes en train d'exposer. Nous ne pouvons pas tout dire ce soir, de toute façon. Nous n'avons pas le temps, quoi. Un cinquième fondement, c'est la patience. Sixième fondement, l'humilité. Beaucoup à dire aussi sur ce point. Septième fondement, la volonté. Bon, on sait bien que nous savons tous que si nous n'avons pas la volonté pour réaliser quelque chose, bah nous n'allons jamais le faire. Hein, bon, c'est la même chose pour la méditation. Nous n'allons jamais rentrer dans la science de la méditation s'il n'y a pas la volonté de le faire et d'y rentrer et d'appliquer un certain nombre de principes qui sont les principes fondateurs de la méditation. Et en particulier, la discipline. Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un moment tous les jours pour pouvoir réaliser notre pratique de méditation. Alors, pour commencer à rentrer dans le domaine de la science de la méditation, d'abord, il nous faut comprendre que c'est simple. On en parle beaucoup parce que c'est trop simple. Voilà. Bon, comme nous, on est tous un peu compliqués. Donc, bon. En fait, notre mental se trouve dans un grand désordre. Si nous nous observons un petit peu, nous allons nous en rendre compte très vite. Et tant que le mental reste dans ce désordre, c'est-à-dire il ne laisse de place pour rien d'autre, la méditation est très difficile. Donc, il va falloir faire quelque chose, hein, parce qu'au milieu de ce chahut, de ce désordre, de ce brouhaha d'idées, d'opinions, de cris, de mécontentement, de projets, etc. Tout ça, c'est pêle-mêle, c'est mélangé. Hein. Ça va être compliqué de commencer une méditation. Il va falloir commencer à abandonner tout ça, abandonner ce monde. Hein. Mais c'est facile à dire, c'est autre chose à le faire. Le premier pas pour rentrer dans la science de la méditation, il faut apprendre à apaiser le mental. Alors, pour apaiser le mental, dans la... Ah, il me manque la dernière... Bon, tant pis. La dernière petite photo qui ne veut pas passer. Bon. Il y a ce qu'on appelle un mantra. Et ce mantra, c'est Gate. Alors, ce mantra, un mantra, c'est un son. C'est un chant. Hein? Donc, ce mantra, on le fait comme ça, il est simple. Gate, gate, gate. Donc, la personne s'installe tranquillement dans cet endroit où elle a l'habitude de s'installer pour méditer. Et avec ce désordre mental très naturel, parce que, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons jamais appris à rentrer dans la science de la méditation. Peut-être certains d'entre vous ont commencé déjà cette science de la méditation. Donc,
bien confortablement installé. La méditation à notre époque se pratique de façon confortable. On s'installe confortablement. Ça peut être dans un fauteuil. Simplement, il faut garder un peu la colonne vertébrale un peu redressée. C'est-à-dire ne pas être avachi. Voilà. Et donc, dans cette position-là, confortable, on ferme les yeux, on reste tranquille et on commence à chanter sans rien penser. On commence à chanter ce mantra. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de cela, d'autres ne savent pas. C'est une parole, c'est un mot. Hein? Évidemment, on dit « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Ben, voilà. Ce que les écoles gnostiques nous enseignent, c'est que ce mot « gâté », c'est un mot spécial, magique pratiquement, qui permet à la personne qui le prononce tranquillement, bien installée, confortablement, de apaiser cette partie qu'on appelle le mental. Donc, les mantras, il y en a qui ont… en fait, ce sont des sons qui sont, si on les prononce de façon, avec persuasion, on va dire, eh bien, ils ont un effet, on va dire presque mathématique, un effet, mais en tout cas précis, chez la personne qui le chante. Voilà. Donc, avec cette pratique, c'est dommage qu'on ne voit pas la… ah non, elle ne veut pas passer. Bon, elle ne passera pas ce soir. Peut-être demain, nous la passerons. Comme ça, on ne restera pas sur une frustration. Et donc, avec ces paroles que nous venons de dire, nous avons terminé ce premier volet sur cet atelier de la méditation. S'il y a quelques questions, hein, donc on peut répondre, s'il est possible, à quelques questions maintenant, mais peut-être ne sera-t-il pas possible de répondre à toutes les questions. Hein, et de toute façon, toutes les questions seront répondues d'une manière ou d'une autre. Ah, une question bien intéressante de Ludovic. Mon voisin tape sur les murs tous les jours et je ne peux pas déménager. Comment la méditation peut m'aider? Ça, c'est une question extrêmement intéressante parce que c'est pratique. C'est extrêmement pratique. Bon, nous pourrions dire à Ludovic, d'abord, que la première chose à faire, c'est d'aller voir et d'essayer de voir avec le voisin pourquoi il tape sur les murs. Alors, une personne qui tape sur les murs, elle a une bonne raison, ou elle a sa raison, je ne sais pas si elle a une bonne raison, mais elle a sa raison. Et il faut essayer de voir avec elle ce qu'il est possible, et de lui dire en tout cas que ben, vous, Ludovic, vous êtes gêné par je pense que dans la méditation, vous pouvez trouver le courage, parce que dans la méditation, on s'encourage, on trouve le réconfort aussi, pour sortir de chez soi, aller frapper chez le voisin et commencer à lui parler de bonne manière. Parce que vous savez, nous avons pris l'habitude, quand nous sommes gênés par le voisin, ou par n'importe qui, ah, là voilà la photo. Merci. La photo qui nous manquait tout à l'heure. Quand on va dire, nous avons un compte à régler avec le voisin, nous partons avec l'idée que la question doit se régler. Et de ce fait, nous avons une tendance à venir avec une petite ou une grande agressivité. Donc, la méditation pour la personne peut lui permettre, et pour vous, Ludovic, ça peut vous permettre d'avoir cette capacité un jour de sortir de chez vous, d'aller frapper chez votre voisin et de commencer par lui dire « Bonjour, monsieur. Bon,
Je viens vous voir, vous savez, parce que, bon, et puis là, mais tranquillement, et sans, en éliminant toute forme d'agressivité. Lui, peut-être, il va vous répondre de façon agressive. Aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on disait tout à l'heure qu'un des piliers ou un des fondements de la méditation, c'est la patience. Bon, vous ne pouvez pas déménager. Oui, c'est une situation complexe. C'est une situation complexe. Hein? Mais je pense que si vous méditez, ce n'est pas pour cette raison-là que votre voisin donne des coups dans le mur. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai pu vous donner quelques éléments comme ça. Bon. Il y a quelqu'un d'autre qui demande « Que faire quand le flux des pensées me traverse? Est-ce normal ?» Oui, c'est normal. Nous sommes tous comme ça. Ce n'est pas que le flux des pensées nous traverse tout d'un coup. C'est qu'à certains moments, nous nous rendons compte que le flux des pensées nous traverse, passe au travers de nous. Donc ça, c'est différent. Donc, à certains moments, il vous arrive de vous rendre compte qu'il y a un flux de pensée. Et le reste du temps, nous tous, nous sommes, franchement, nous tous, c'est comme ça, nous ne nous rendons pas compte de ce flux de pensée. Donc, quand vous vous rendez compte de ce flux de pensée, c'est bon signe. C'est bon signe, parce que c'est ce qui nous arrive à nous tous. Quand nous nous rendons compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que nous commençons à développer une capacité d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. L'observation, on ne va pas tout dire aujourd'hui parce que demain, il y a encore, hein, et si on dit tout aujourd'hui, ben, il n'y aura plus rien à dire demain. Donc, mais l'observation contient on va dire, une grande magie. Voilà, une grande magie. Parce qu'on pense que l'observation, c'est observer, puis j'observe, et puis quoi? L'observation, ce n'est pas comme ça. L'observation, c'est profond, c'est quelque chose d'extrêmement profond, et qui peut changer le cours d'un certain nombre de phénomènes que nous observons dans notre vie quotidienne, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, il y a une autre question. Franck, une personne malade peut-elle méditer? Bien sûr que oui. Nous disions tout à l'heure qu'il faut avoir une bonne santé. Mais et si on n'a pas une personne malade, elle est malade, donc, mais elle peut méditer. Et même, il y a des choses tellement intéressantes à ce sujet, parce que, bon, là aussi, on va en parler demain. Alors, je suis en train de... Bon, mais on peut en dire trois petits mots, pas plus, parce que sinon, demain, je n'aurai plus rien à dire. Une personne malade peut très bien apprendre à se concentrer sur l'organe malade. Bon, c'est une pratique un peu spéciale. Les yeux fermés, en état de méditation, hein, la personne va le faire et va se concentrer sur l'organe malade. Vous savez que nous tous, de toute façon, nous avons des organes qui sont malades. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de notre corps. Il y a des personnes qui sentent cette maladie, d'autres, bon, continuent à vivre comme ça, mais ils ont des coups de fatigue, etc. Puis bon, il y a des degrés dans la maladie. Donc la personne se concentre sur son organe, pas sur la maladie, sur l'organe. Il a mal au foie, il a un problème de foie. Et ben, il va essayer de se concentrer sur le foie. Alors on va dire, ah mais il se trouve où le foie? Ben, il faut regarder un plan, comment dire, un plan du corps humain. Hein? Et donc, concentrée ainsi sur l'organe, elle va commencer à parler avec l'organe. Parce qu'on pense, non mais l'organe, il est, comment je vais parler avec lui? Ça veut dire qu'il peut me parler, lui? Non, c'est que l'organe, il a une intelligence. On pense que les organes du corps physique, ils n'ont pas d'intelligence. Comment le foie ne va pas avoir une intelligence, et une intelligence terrible? Parce que le travail qu'il fait, cet organe-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'impensable. Donc, voilà, pour
Une personne malade peut apprendre à donc se parler avec l'organe malade et lui dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, dis-moi. Bon, on va travailler ensemble, on va travailler en collaboration. Je vais essayer d'être plus respectueux de cette situation. Je vais essayer de comprendre mieux ta situation. Nous allons travailler ensemble. Bon, là, on est en train de dire des choses que peut-être ça semble étrange, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien commencer par quelque chose. Alors, une personne demande comment prononcer le mantra Gate. Gate, 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 Gate. Voilà comment on le prononce et on le fait autant de fois qu'on veut bien le faire. Si on a 1 heure pour le faire, on le fait pendant 1 heure. Il y a une autre question, c'est le mantra est chanté entièrement ou il faut simplement prononcer? Non, on chante Gate, Gate comme on vient de le faire. Il y a une question qui demande si on fait le mantra entièrement ou il faut simplement prononcer Gate, Gate. Non, non. On prononce simplement Gate, Gate. Parce qu'il y a un mantra qui est plus long. Mais là, ce mantra, c'est celui-là. Pas plus. Une autre question, ça sera la dernière. Comment faire pour être toujours éveillé? Demain, on va répondre à cette question. Parce que on a déjà dit beaucoup de choses, mais si demain, soyez sûr qu'on va répondre de façon, je ne vais pas dire précise, mais comme on peut, en tout cas en donnant des indications, des orientations à cette question, parce qu'elle est extrêmement importante. Elle est trop importante pour être répondue en 3 minutes. Voilà. En tout cas, ce soir, nous avons passé un moment ensemble. Merci pour votre écoute. Et puis, nous nous disons à demain soir, à 20h, pour le 2e volet, qui sont les objectifs de la méditation. Donc, voilà. À demain soir et merci beaucoup. Pour pouvoir changer le destin que nous avons à vivre chaque fois que nous naissons, il est nécessaire de comprendre que nous ne sommes pas venus sur Terre pour vivre échecs et souffrances. On nous a envoyés pour que nous corrigions nos erreurs au moyen de la transformation et de la régénération. Nous vous invitons à étudier la gnosis, matrice des connaissances qui illumine consciemment le chemin de la vie. Pour pouvoir changer le destin que nous avons à vivre chaque fois que nous naissons, il est nécessaire de comprendre que nous ne sommes pas venus sur Terre